Welcome back. We are following breaking news out of the Supreme Court, which has just blocked the Trump administration from deploying the National Guard in Illinois. The justices rejecting the White House's claim that the troops were needed to protect federal agents carrying out immigration enforcement, particularly in and around the Chicago area. The decision represents a rare defeat for this administration by this conservative-leaning court. Au milieu de la routine formelle du système constitutionnel, certains blocages révèlent des fractures qui restent généralement cachées. Le lundi matin précédant la reprise des activités législatives, la Cour suprême des États-Unis a émis une ordonnance directe au chef de l'exécutif, ordonnant le rétablissement des pratiques migratoires précédemment abolies par décret présidentiel. La délibération a été enregistrée dans le cadre d'une décision majoritaire au titre du docket d'urgence, un mécanisme qui, bien que formellement prévu pour des situations exceptionnelles, est de plus en plus utilisé pour contourner la lenteur judiciaire dans des domaines hautement sensibles sur le plan institutionnel. La spécificité de l'ordonnance, qui comprenait non seulement l'interruption de certaines actions du département de la sécurité intérieure, mais aussi la réintégration de mesures antérieures et l'effort actif pour annuler les expulsions jugées illégales, a élargi la portée de la décision. Le contenu, la forme et le destinataire de l'ordonnance ont constitué un épisode inhabituel. Le président, dans une déclaration ultérieure, a affirmé qu'il ne se conformerait pas à la décision de la Cour. Il a déclaré que les exigences dépassèrent l'autorité du pouvoir judiciaire et que l'exécutif n'avait, selon ses propres termes, ni les moyens ni l'obligation de répondre à ce type d'imposition. Ce refus explicite a été relayé par les médias dès mardi matin et, en quelques heures, il a fait l'objet de déclarations de la part de membres du Congrès, de juristes et d'observateurs institutionnels. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Le refus présidentiel, enregistré comme un rejet direct de l'autorité judiciaire, a créé une impasse qui ne peut être résolue uniquement par la jurisprudence. Pour la première fois depuis la consolidation du système de freins et contrepoids, une ordonnance détaillée de la Cour suprême adressée au chef de l'exécutif a été contestée en temps réel sur la base d'un argument d'autonomie fonctionnelle, sans qu'il y ait eu de recours formel ou de demande de réexamen. Le communiqué de la Maison-Blanche n'a pas indiqué l'intention de contester juridiquement la décision, mais a simplement réitéré la position selon laquelle le président ne s'y soumettrait pas. L'absence de gestes techniques, tels que l'introduction d'un nouveau recours ou la demande de suspension de la mesure, a renforcé l'interprétation selon laquelle il ne s'agit pas d'une simple divergence juridique, mais d'une remise en cause directe de la légitimité opérationnelle du pouvoir judiciaire. La nature même du shadow docket, souvent critiqué pour son manque de transparence, est devenue un élément central du discours des alliés de l'exécutif, qui ont commencé à faire valoir que les décisions prises en dehors du calendrier traditionnel et sans audience publique n'ont pas la même force institutionnelle qu'une délibération ordinaire. L'opposition entre formalisme juridique et viabilité politique a commencé à dominer les déclarations à tous les niveaux. La direction démocrate de la Chambre des représentants, informée du refus présidentiel, a réagi en convoquant en urgence la commission de la justice. Le député Shri Thanedar, du Michigan, a officiellement présenté une résolution de destitution, qualifiant la conduite du président de violation directe de l'article 2, section 4 de la Constitution, qui prévoit la destitution du président en cas de crime de responsabilité. La résolution, enregistrée sous le numéro HTSRC 353, allègue que le président a commis un crime fonctionnel désobéissant à une ordonnance judiciaire dont la validité a été confirmée par la majorité de la Cour suprême. Dans la justification du document, il est affirmé que le refus du président constitue non seulement une désobéissance, mais aussi une attaque structurelle contre la séparation des pouvoirs. L'argumentation du texte se concentre moins sur la question migratoire elle-même que sur la dimension systémique de la conduite présidentielle. Selon le document, indépendamment du bien-fondé de la décision judiciaire, le président ne peut délibérément ignorer une ordonnance de la justice, sous peine de compromettre l'équilibre constitutionnel. C'est dans ce type de situation que l'importance de suivre régulièrement les mouvements entre les pouvoirs devient évidente. En observant les événements au-delà du cycle immédiat de l'actualité, il est possible de comprendre comment les mécanismes institutionnels réagissent, s'adaptent ou se replient face à des tensions comme celle-ci. Les réactions au Sénat ont été plus modérées. Les parlementaires républicains proches de la direction ont gardé le silence pendant les 24 heures qui ont suivi l'annonce du refus présidentiel. Seules les personnalités liées au Freedom Caucus
et aux secteurs les plus alignés sur le président ont manifesté leur soutien sans réserve à cette décision. En revanche, les sénateurs des États à l'électorat modéré ont adopté un ton prudent, signalant leur inquiétude quant au développement, mais évitant toute mention directe d'un soutien à la procédure de destitution. Les divergences internes au sein du groupe républicain ont été relevées lors de réunions à huis clos, où a été discuté le coût politique d'une éventuelle loyauté automatique envers le président face à l'accusation de mépris envers la Cour suprême. Le sénateur Mitt Romney, sans citer le nom du président, a déclaré dans une interview que « aucun poste public n'est au-dessus des institutions qui soutiennent la République ». Bien que cette déclaration ait été générique, elle a été interprétée par les analystes comme un signe qu'une partie du parti évalue avec réserve la voie choisie par l'exécutif. Le ministère de la Justice, quant à lui, a publié un mémorandum interne mettant en garde contre les risques liés au maintien de la position actuelle. Le document, signé par des membres du personnel technique et divulgué à la presse par des sources anonymes, avertit que le non-respect de l'ordonnance judiciaire pourrait compromettre non seulement l'autorité de la Cour suprême, mais aussi l'intégrité opérationnelle des organes subordonnés à l'exécutif. Le texte souligne que l'exécution des ordonnances judiciaires n'est pas une faculté discrétionnaire du président, mais une obligation découlant du serment constitutionnel. Bien qu'elle n'ait pas été officialisée par le procureur général, ce message a circulé parmi les agences fédérales et les services juridiques du gouvernement, indiquant que tous les membres de l'exécutif ne partagent pas la position présidentielle. La communauté juridique externe s'est également mobilisée. Des associations de juges fédéraux, des professeurs de droit constitutionnel et d'anciens membres de la Cour suprême ont publié des manifestes défendant l'autorité des décisions judiciaires comme élément essentiel de l'ordre démocratique. Le ton de ces documents n'était pas celui d'une confrontation personnelle avec le président, mais celui d'une préoccupation institutionnelle face au précédent qui s'établit lorsqu'une décision de la Cour suprême est délibérément ignorée par ceux qui devraient veiller à son exécution. Parallèlement, des organisations de défense des droits civils ont commencé à rassembler des cas spécifiques d'individus touchés par le refus du gouvernement de rétablir des situations migratoires protégées par la décision judiciaire. Ces témoignages ont alimenté un argumentaire axé sur les conséquences humaines de la controverse institutionnelle. Dans les coulisses du Congrès, les dirigeants des partis discutent des prochaines étapes en accordant une attention particulière au calendrier politique. La proximité du cycle électoral de 2026 impose des variables supplémentaires aux décisions à court terme. Les démocrates cherchent à accélérer les procédures de destitution, tandis que les républicains tentent d'éviter tout engagement public définitif avant de mener des sondages plus approfondis sur 2026, l'impact de l'épisode auprès de l'électorat. La tension monte à mesure qu'il devient évident que l'impasse ne se résoudra pas par des déclarations formelles ou des gestes symboliques. Il y a un affrontement ouvert entre deux des trois pouvoirs centraux de la République, et, jusqu'à présent, aucun signe de recul substantiel de part et d'autre. À partir de là, ce qui pouvait auparavant être interprété comme une divergence ponctuelle entre les pouvoirs se transforme en un problème de convergence institutionnelle négative, dans lequel les mécanismes formels cessent de fonctionner comme des instruments de médiation et commencent à montrer leurs propres limites. La procédure de destitution engagée par la résolution HRES 353 est soumise à la Commission de la justice de la Chambre à un moment où les précédents historiques jouent un double rôle. D'une part, ils servent de référence juridique pour encadrer le refus présidentiel. D'autre part, ils mettent en évidence la rareté des épisodes similaires. Le dernier cas où un président a ouvertement ignoré une décision de la justice remonte au XIXe siècle et s'est déroulé dans des circonstances qui ne bénéficiaient pas des mêmes freins institutionnels que ceux en vigueur aujourd'hui. La jurisprudence contemporaine offre peu d'éléments pour étayer une réaction coordonnée à une désobéissance aussi directe. C'est dans ce contexte que les avis techniques, produits par les conseillers législatifs et les constitutionnalistes, prennent toute leur importance. Leur rapport souligne que, bien que la Cour suprême ne dispose pas de mécanisme direct d'exécution à l'encontre de l'exécutif, le Congrès peut considérer la désobéissance comme une violation grave du devoir constitutionnel de fidèle exécution des lois, selon l'expression utilisée dans des décisions antérieures de la Cour elle-même. Ce lien entre l'interprétation judiciaire et la prérogative législative constitue le cœur technique du processus en cours. Le ministère de la Justice, toujours sous pression pour prendre officiellement position, a commencé à réviser les avis internes
émis par les administrations précédentes qui traitent de la relation entre les ordonnances judiciaires et l'autonomie exécutive. Les notes techniques des années précédentes, utilisées pour orienter les actions sur des questions sensibles telles que les détentions extrajudiciaires et la sécurité nationale, sont désormais relues dans un autre contexte. Le point commun qui ressort de ces documents est l'affirmation que l'autorité du président ne peut être exercée en contradiction avec les décisions de la Cour suprême, même dans des domaines traditionnellement attribués à l'exécutif. La réinterprétation de ces avis ne représente pas seulement un repositionnement technique, mais un signe que l'appareil juridique et administratif du gouvernement lui-même est divisé sur les limites de l'autonomie présidentielle. Ce désaccord interne complique encore davantage la réponse institutionnelle, car il empêche la formation d'un front cohésif au sein de l'exécutif par rapport à la conduite du président. Cette convergence aide à comprendre pourquoi divers secteurs juridiques et universitaires ont commencé à agir publiquement, en essayant de présenter cet épisode non seulement comme une crise entre les pouvoirs, mais aussi comme un test de résilience du système constitutionnel. Le Conseil national de l'avocature publique a déclaré dans un communiqué officiel que le respect des décisions judiciaires est une condition préalable à l'existence d'un état de droit fonctionnel et que le refus d'un haut responsable de se conformer à une décision de la Cour suprême représente une rupture avec ce principe. Des organisations internationales d'observation institutionnelle, telles que la Commission interaméricaine des droits de l'homme, ont également fait part de leur inquiétude face aux informations faisant état de déportations effectuées en violation des décisions judiciaires, soulignant que les décisions de la Cour suprême des États-Unis sont souvent utilisées comme référence normative dans d'autres systèmes juridiques du continent. Cet écho international, bien qu'indirect, renforce la dimension systémique de l'épisode. Sur le plan législatif, les réactions ont commencé à être calculées en fonction des scénarios possibles d'avancement ou de recul du processus de destitution. Les dirigeants démocrates s'efforcent d'accélérer les audiences de la commission judiciaire, tandis que les parlementaires républicains adoptent des stratégies différentes en fonction du profil de leurs circonscriptions électorales. Dans les régions où le soutien au président reste élevé, la rhétorique de l'autonomie exécutive gagne du terrain comme moyen de justifier le refus. Dans les circonscriptions où l'électorat est plus modéré, l'accent est mis sur la nécessité de préserver l'équilibre institutionnel, même si cela implique de se dissocier momentanément de la figure présidentielle. Cette fragmentation au sein du groupe républicain suscite des incertitudes quant à la capacité du parti à maintenir une position unifiée lorsque la résolution sera soumise au vote en séance plénière de la Chambre. Pour l'instant, la direction du parti choisit de ne pas anticiper de position, invoquant la nécessité d'une analyse technique plus approfondie des fondements de l'accusation. D'un point de vue juridique, l'argumentation développée dans la résolution HRS 353 est accompagnée d'une annexe technique élaborée par des juristes indépendants, qui souligne la différence entre pouvoir discrétionnaire exécutif et désobéissance institutionnelle. Le texte soutient que le président dispose d'une large marge de manœuvre dans la formulation des politiques publiques, mais que cette marge trouve sa limite dans l'obligation d'obéir aux décisions du pouvoir judiciaire, en particulier lorsque ces ordonnances découlent de l'interprétation finale de la Cour suprême. Selon l'annexe, toute tentative d'affirmer que l'exécutif a la liberté de ne pas exécuter une décision judiciaire va à l'encontre de la logique même du système constitutionnel qui repose sur l'idée qu'aucun pouvoir n'est absolu. Cette interprétation est renforcée par des analyses universitaires qui reprennent les débats de la Convention constitutionnelle de 1787, au cours desquels les fondateurs du système américain ont explicitement discuté des risques liés à la concentration du pouvoir entre les mains de l'exécutif. Les notes de ces débats montrent que la procédure de destitution a été conçue précisément pour les cas où le président outrepasse les limites de sa fonction, notamment en désobéissant aux décisions judiciaires. Bien que ce point ne représente qu'une partie du débat, il est directement lié à la perception publique de l'épisode. Des enquêtes menées par des instituts indépendants montrent que la majorité de la population considère qu'un président ne peut ignorer une décision de la Cour suprême, quel que soit le sujet concerné. La perception selon laquelle le pouvoir judiciaire doit être respecté en tant qu'instance finale d'interprétation juridique reste forte parmi les électeurs de différents horizons idéologiques. Cela explique pourquoi les analystes politiques considèrent cet épisode comme particulièrement délicat pour les parlementaires des régions disputées, où tout signe de connivence avec le non-respect des institutions peut être interprété comme une faiblesse morale ou de l'opportunisme électoral.
La pression sur ces parlementaires tend à s'intensifier à mesure que le processus avance, surtout si la commission de la justice décide d'organiser des audiences publiques avec des juristes, des victimes d'expulsion et des spécialistes du droit constitutionnel. Ces témoignages, retransmis en direct et largement relayés, pourraient créer une nouvelle dynamique de pression externe sur le Congrès. La structure juridique, qui sous-tend la procédure de destitution, progresse ainsi parallèlement à une réorganisation des alliances politiques autour de l'affaire. Des fronts de parlementaires modérés, auparavant dispersés, commencent à s'articuler pour construire une voie de alternative qui préserve l'autorité du pouvoir judiciaire, sans impliquer nécessairement un soutien immédiat à la destitution du président. Ces fronts cherchent à négocier des compromis impliquant une révision partielle des pratiques migratoires, la création d'une commission interinstitutionnelle chargée de contrôler le respect des décisions judiciaires et la publication d'un rapport conjoint sur les limites de l'autonomie présidentielle. Ces propositions, bien qu'encore embryonnaires, révèlent la complexité de l'impasse et la tentative de certains secteurs du Congrès d'éviter que l'affaire ne se transforme en une crise de rupture totale entre les pouvoirs. Dans ce type de scénario, il est d'autant plus important de suivre le déroulement des événements en prêtant attention aux détails institutionnels. Une lecture attentive des gestes formels, des documents joints et des changements de position au sein des groupes parlementaires peut révéler bien plus que ce que laissent entrevoir les discours publics. Le conflit qui s'est installé entre la présidence de la République et la Cour suprême a dépassé les limites d'une divergence technique et s'est inscrit au cœur du différend institutionnel sur les contours de l'autorité aux États-Unis d'Amérique. Le refus du président de se conformer à une décision formelle de la plus haute juridiction du pays a provoqué des réactions qui dépassent les circuits juridiques et atteignent les forums législatifs et les coulisses politiques. Une partie importante de la communauté juridique affirme catégoriquement que le refus d'exécuter une décision judiciaire définitive représente une violation du principe de légalité qui sous-tend la fonction de chef de l'exécutif. Selon cette conception, peu importe que la mesure concerne le contrôle de l'immigration, la défense nationale ou les politiques d'urgence, ce qui est en jeu, c'est la reconnaissance ou non de la compétence de la Cour suprême en tant qu'instance suprême d'interprétation constitutionnelle. Selon les analystes, tout geste de désobéissance à ce principe compromet le pacte institutionnel qui régit la répartition des pouvoirs dans la République. Cependant, cette interprétation ne fait pas l'unanimité. Les juristes alignés sur des courants plus prudents font valoir que la procédure adoptée par la Cour suprême dans l'affaire en question, caractérisée par l'absence d'audience publique, de délibérations approfondies, ouvre la voie à des critiques concernant la transparence et la stabilité procédurale. En d'autres termes, même si la décision est techniquement valable, la manière dont elle a été rendue pourrait justifier les réserves de l'exécutif quant à son exécution immédiate. Cette interprétation ne figure dans aucune note officielle du gouvernement, mais elle est défendue par des experts qui travaillent avec les secteurs conservateurs du droit administratif, contribuant ainsi à déplacer le débat juridique vers le domaine de la forme procédurale, et non seulement vers le contenu normatif. Cela crée une zone d'interprétation ambiguë, dans laquelle des positions divergentes coexistent sous le prétexte de la précaution institutionnelle. Les parlementaires indécis, quant à eux, s'appuient sur cette indéfinition pour reporter leur prise de position, arguant que la question nécessite un examen approfondi avant toute décision définitive. Bien qu'il existe des précédents de conflits entre les décisions judiciaires et les actions du pouvoir exécutif, on a rarement observé une situation de tension institutionnelle aussi explicite que celle qui prévaut actuellement. Dans des épisodes précédents, la résistance de l'exécutif aux décisions de la justice a été gérée par des négociations discrètes et des arrangements juridiques qui évitaient les confrontations directes. Aujourd'hui, cependant, le président a opté pour une approche frontale, refusant d'accepter la décision de la Cour, et réitérant dans des discours publics qu'il considère que le tribunal outrepasse les limites de sa fonction. Cette déclaration aggrave l'impasse, car elle élimine la marge traditionnelle d'accommodement politique et rend plus difficile la construction d'un accord institutionnel. En soulevant des soupçons sur la légitimité de la Cour suprême, l'exécutif introduit un élément d'instabilité dans la structure des freins et contrepoids du système démocratique américain. Dans ce nouveau scénario, la procédure de destitution joue un rôle qui dépasse le sort politique du président. Elle devient une arène où se définit la nature même de l'autorité constitutionnelle. Même si elle ne conduit pas à la destitution, l'avancement de la procédure, avec les audiences, les enquêtes et les rapports qui l'accompagnent, produit déjà des effets pratiques et symboliques. Les experts consultés par les commissions législatives
ont averti que la résistance à l'ordre de la Cour suprême pourrait être utilisée comme référence dans de futurs jugements, créant ainsi une jurisprudence qui délimite plus précisément les devoirs de l'exécutif face aux décisions judiciaires. L'absence d'une interprétation unifiée de la gravité de la conduite présidentielle reflète un moment d'incertitude juridique, dans lequel les institutions cherchent encore un consensus sur les limites de l'autonomie gouvernementale. Ce qui est en cours, donc, c'est un différend sur l'interprétation des règles constitutionnelles dans un contexte d'instabilité institutionnelle. Si le Congrès choisit de clore la procédure sans imposer de sanctions, ce choix pourrait être interprété comme un signe que le non-respect des décisions judiciaires, sous certaines justifications, peut être toléré au sein du système. En revanche, si le Parlement approuve la destitution du président, ce geste sera interprété comme une réaffirmation du rôle central du pouvoir judiciaire dans la préservation de la légalité. Aucune de ces issues n'est neutre. Toutes deux reconfigurent, de manière différente, la hiérarchie entre les pouvoirs et établissent des précédents pour de futures crises institutionnelles. La gravité du moment a conduit les analystes à rappeler des épisodes historiques au cours desquels le président de la République a défié des décisions judiciaires. Le souvenir de la confrontation entre Andrew Jackson et la décision de la Cour suprême dans l'affaire, impliquant l'État de Géorgie, ressurgit comme une analogie inévitable. Dans ce contexte, l'absence de mécanismes efficaces pour garantir l'obéissance judiciaire a eu des conséquences désastreuses, tant du point de vue des droits de l'homme que de l'image internationale des États-Unis d'Amérique. La récurrence de cette comparaison suggère que l'issue actuelle pourrait servir de baromètre institutionnel. La manière dont le Congrès réagira au conflit servira de référence pour évaluer la solidité des institutions démocratiques en temps de crise. Il n'y a pas encore de signe clair de la part des dirigeants du Parti républicain au Sénat quant à la conduite qui sera adoptée si la Chambre des représentants donne suite à la plainte. Des informations provenant des coulisses indiquent qu'une partie du groupe républicain entend conditionner son vote au comportement de l'électorat et à la répercussion sociale du processus. Cette stratégie révèle une tentative de transférer la responsabilité institutionnelle à l'opinion publique, comme si la fonction de gardien de l'ordre constitutionnel dépendait d'indicateurs de popularité. Les détracteurs de cette position avertissent qu'en renonçant à une analyse propre et fondée, le Congrès met en péril sa crédibilité en tant qu'instance délibérative autonome. Enfin, il est essentiel de reconnaître que les conflits de cette nature ne prennent pas fin avec la conclusion formelle d'un processus législatif. Leurs conséquences s'étendent aux mandats à venir, influençant le comportement des prochains présidents et la manière dont les citoyens comprennent le rôle des institutions. La crise actuelle, en mettant en évidence les faiblesses interprétatives du système constitutionnel, offre également une opportunité, celle de mettre à jour les paramètres d'action des pouvoirs et de renforcer les mécanismes de contrôle et d'équilibre entre eux. La manière dont cette opportunité sera exploitée définira non seulement l'avenir immédiat du gouvernement, mais aussi la conception même de la démocratie constitutionnelle aux États-Unis d'Amérique.